Dans la précédente partie, nous nous étions arrêtés sur l'idée que chaque civilisation, chaque peuple a ses coutumes, ses traditions. Le constat pourrait aussi être dressé pour chaque homme qui, selon sa complexion, comme dirait Spinoza, va conduire différemment sa pensée. Mais conduire diversement sa pensée, vers quel objectif ? Descartes nous explique ici la nécessité d'avoir une ligne directrice et que les ouvrages qui ont été dès le commencement bâtis en envisageant la fin ont plus de cohérence, ce qui est somme toute assez normal, raison pour laquelle avant que d'écrire ces vidéos, j'ai lu le discours en son entier plutôt que partie par partie, raison pour laquelle, me faisant fort de m'appliquer sa méthode ou du moins ce que j'en ai compris, je ne les ai tournés et enregistrés qu'une fois celle-ci totalement écrite. Et dans le même ordre d'idées, Descartes tire de ce constat le fait qu'ayant été instruit par divers maîtres aux opinions fort différentes, il se doit de remettre en question les idées qui sont les siennes et telles que l'enseigne Yoda, désapprendre ce qu'il a appris, afin de passer au crible de sa méthode les idées qu'on lui a inculquées, car un maître peut nous apprendre ce qu'un autre plus tard viendra désapprendre. Pour toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d'entreprendre une bonne fois de les en noter, afin d'y en remettre par après ou d'autres meilleures ou bien les mêmes lorsque je les aurais ajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que par ce moyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur de vieux fondements et que je ne m'appuyasse que sur les principes que je m'étais laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'ils étaient vrais. Jeune et peu formé qu'était Descartes au moment de ses études, celui-ci n'a pas eu le loisir de questionner et de passer au crible de sa méthode les opinions qu'il a reçues de ses maîtres de manière somme toute assez passive. Il n'a été, comme nous le sommes en tant qu'élèves, que le réceptacle des opinions de ses professeurs que jadis on se plaisait à appeler maîtres. Apparaît peu après cela un commentaire assez étonnant pour quelqu'un qui nous expliquait dans la première partie du discours que tous les hommes étaient pareillement pourvus en raison. C'est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes et inquiètes qui, n'étant appelées ni par leur naissance ni par leur fortune au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelques nouvelles réformations. Et si je pensais qu'il y eût la moindre chose en cet écrit par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, je serais très marri de souffrir qu'il fût publié. Jamais mon dessein ne s'est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées. A priori, les hommes ne sont donc pas tous égaux, ni dans leur fortune, c'est-à-dire la chance qu'ils ont eue que Dieu les pourvoie généreusement en intelligence, ni dans leur naissance, c'est-à-dire la chance que Dieu leur a donnée d'être bien nés. Il est donc, selon Descartes, des gens qui sont appelés au maniement des affaires publiques pour les mauvaises raisons ou qui n'y ont été appelés que par un malheureux hasard et qui, manquant de méthode et désireux de tout changer, ont la manie de la réforme. C'est à croire ici que Descartes s'attaque à notre époque où tout doit changer tout le temps. Et je vous pose alors la question, que peut-on bien construire sur un sol instable ? Pas grand-chose, et certainement pas grand-chose de durable. Et il n'y avait rien de plus ridicule aux yeux de Descartes que cette constante envie de changement perpétuel. Changeons quelque chose, arrêtons donc de changer constamment. L'ambition de Descartes n'est donc aucunement de réformer la société, mais, je cite, de réformer ses propres pensées. Et c'est d'ailleurs là un objectif fort ambitieux, mais un objectif qui n'a rien de glorieux, qui ne luit pas et qui, d'apparence, et même à bien y chercher, ne fait pas rêver. Et voici que Descartes nous explique alors comment il s'y est pris pour réformer ses pensées. Premièrement, ne recevoir jamais aucune chose pour vrai que je ne la connusse évidemment être telle. Le premier principe, vous le comprendrez fort bien, est donc le doute. Douter certes, mais douter méthodiquement, douter intelligemment, ou plus exactement, douter sélectivement. Ainsi, rien ne sert pour lui de douter de ce qui est évident, et Descartes de nous expliquer d'ailleurs que l'action de réformer ses pensées n'est pas faite pour tout le monde, et que d'aucuns ferait bien de ne point s'y aventurer. Le monde n'est quasi composé que de deux sortes d'esprits auxquels il ne convient aucunement, à savoir de ceux qui se croyant plus habiles qu'ils ne sont ne se peuvent empêcher de précipiter leur jugement, ni avoir assez de patience pour conduire par ordre toutes leurs pensées, d'où vient que s'ils avaient une fois pris la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraient tenir le sentier qu'il faut prendre pour aller plus droit et demeureraient égarés toute leur vie. Puis, de ceux qui ayant assez de raison ou de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de ces autres qu'en chercher eux-mêmes de meilleures. Le constat est sans appel et au demeurant fort pessimiste. Nous ne sommes pas tous faits pour penser et certains ne devraient rien faire d'autre que de laisser la place libre à des opinions que d'autres plus savants ont formées sur des sujets comparables. Mais
mais un espoir demeure. L'espoir que si jamais nous nous montrons suffisamment méthodiques et acceptons notre statut d'ignorant, si jamais nous avançons précautionneusement à tâtons, si jamais nous ne nous précipitons pas, alors l'espoir est là. L'espoir de juger bien et de trouver, qui sait, la sagesse. Deuxièmement, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Et oui, c'est le principe. Chaque fois qu'un problème s'oppose à nous, il importe de le diviser en autant de parties que celui-ci s'avère susceptible de comporter. Il faut lui appliquer le modèle d'un tableau Excel. Vous désirez faire quelque chose? Eh bien, plutôt que d'emblée vous lancer, réfléchissez en amont à tout ce en quoi se compose votre entreprise. Troisièmement, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Commencez par le plus simple et montez en puissance, montez en complexité, en subtilité, c'est la base, mais c'est une base assez discutable, parfois mieux vaut commencer par ce qui nous embarrasse le plus, afin d'avoir le cerveau le plus frais pour traiter précisément ce qu'il est le plus compliqué de traiter. J'étais assuré d'user en ma raison, sinon parfaitement, au moins le mieux qui fût en mon pouvoir. Descartes insiste ici sur le fait que ce n'est pas tout d'avoir de la raison, mais encore faut-il être capable d'en user correctement. Et c'est là qu'entre en ligne de compte sa méthode dont il nous a dit que l'ayant appliquée à des problèmes d'ordre mathématique qu'il se posait jusqu'alors, celui-ci est parvenu enfin à les résoudre. Et tout cela en leur appliquant sa méthode. Et oui, Descartes semble bien avoir découvert la panacée. Sauf qu'un problème se pose.